Bien, donc bonjour. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion des pédiatres à Oran. Pour moi, il y a une certaine émotion parce que ça y est, je suis à la retraite depuis quelques jours et donc ça sera très probablement le dernier topo au milieu de très nombreux topos que j'ai fait en Algérie. Donc, pour cette dernière intervention, je vais commencer par vous présenter donc les troubles du métabolisme phosphocalcique. Donc, nous sommes des pédiatres, et là, c'est ce fameux tableau qu'il y a au Rijksmuseum d'Amsterdam et qui s'appelle l'enfant malade. Donc, en fait, pour aborder ces problèmes, on va étudier plusieurs cas qui vous permettront de raisonner. Donc, le cas numéro 1, c'est un enfant que je vois à ma consultation de Necker. Il a 4 ans, il vient d'Afrique du Nord et il est adressé pour des troubles de la croissance. En effet, à 4 ans, il ne mesure que 87 cm et il a des jambes arquées. Et on me l'envoie pour un rachitisme vitamino-résistant, car les troubles persistent malgré de fortes doses de vitamine D. Alors, très rapidement, on fait un bilan biologique et on se rend compte qu'il a une hypocalcémie à 1,95 millimoles par litre, mais avec une hyperphosphorémie à 2,95 millimoles par litre et des phosphatases alcalines qui sont également élevées. Et dès ce résultat, on peut conclure qu'il ne s'agit pas d'un rachitisme à fonction rénale normale, car il existe une hyperphosphorémie avec des phosphatases alcalines élevées. Or, je vous rappelle que dans un rachitisme banal à fonction normale, la phosphorémie est basse. Alors, effectivement, on demande très rapidement un bilan biologique et on se rend compte que cet enfant a une insuffisance rénale déjà sévère, puisqu'il a une créatinine sanguine à 270 micromoles par litre. Et très rapidement, on a la cause de cette insuffisance rénale en prescrivant en urgence une échographie rénale qui met en évidence des reins petits et hyperéchogènes associés à une dilatation urétéro-pyélo-calicielle bilatérale. Donc, on peut considérer que cet enfant de 4 ans a ce qu'on appelle un K-cute, c'est-à-dire Congenital Anomaly of the Kidney and the Urinary Tract, c'est-à-dire à une anomalie congénitale du rein et des voies urinaires qui, comme vous le savez, est une des principales causes d'insuffisance rénale chez l'enfant jeune. Alors, on comprend ce qui se passe, c'est que, je vous rappelle, le métabolisme de la vitamine D. La vitamine D est absorbée au niveau intestinal, est transformée en 25-OHD3 au niveau du foie. Cette 25-OHD3 est dégradée sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle la CYP24A1 et cette 25-OHD3 est transformée en 1,25-OHD3 au niveau du rein, mais dans l'insuffisance rénale, il y a un déficit en 1,25-OHD3 puisque la 1-hydroxylase est située au niveau du tubule proximal rénal. Donc, effectivement, s'il y a une réduction néphronique majeure, eh bien, il n'y a pas assez de 1-hydroxylase et la stimulation de la PTH se fait par 2 mécanismes. D'une part, il y a une tendance à l'hypocalcémie et donc le calcium sensor situé sur la cellule parathyroïdienne est stimulé, ce qui favorise une hypersécrétion de PTH. Mais il y a également un autre récepteur au niveau de la cellule parathyroïdienne qu'on appelle le VDR, c'est-à-dire vitamine D receptor. Et comme il n'y a pas assez de 1,25-OHD3, le VDR est également stimulé. Donc, ce sont les 2 mécanismes qui expliquent l'hyper-PTH. Alors, une notion plus récente, c'est que dans l'insuffisance rénale, il existe également une stimulation du
FGF23, qui est une molécule dont on reparlera plus tard, qui est synthétisée principalement au niveau de l'os. Or, on sait que le FGF23 a deux actions. Il est d'une part hypophosphorémiant, mais dans l'insuffisance rénale, ça ne fonctionne pas. Et d'autre part, il inhibe la 1-hydroxylase. Donc, vous voyez que le déficit en 1-hydroxylase dans l'insuffisance rénale a deux causes. D'une part, le fait qu'il n'y ait plus assez de 1-hydroxylase synthétisée au niveau du tubule proximal, puisqu'il n'y a plus de tubules proximaux, il y a une réduction néphronique importante. Mais deuxièmement, les quelques tubules restants qui essayent de synthétiser une 1-hydroxylase, eh ben, cette synthèse est inhibée par le FGF23. Voici donc ce cas numéro 1 va être pris en charge par les urologues et également les néphrologues, car cet enfant a déjà une insuffisance rénale sévère et les signes de rachitis seront traités par une supplémentation en calcium et en 1,25 OHD3. Cas numéro 2. Alors, il s'agit d'un enfant de 5 ans qui a également des troubles de la croissance avec des jambes arquées. Alors, on fait également un bilan biologique rapidement et vous voyez que comme dans le premier cas, il existe une hypocalcémie qui est à 1,98 mmol par litre, mais également une hypophosphorémie, contrairement au cas précédent, à 0,80 mmol par litre. Les phosphatases alcalines sont également très élevées, à 850 unités internationales par litre, mais cet enfant n'a pas d'insuffisance rénale puisque sa créatinine sanguine est normale à 35 micromoles par litre. Donc, en présence d'un bilan phosphocalcique de ce type, quelle est la première question à poser aux parents? Eh bien, c'est est-ce que l'enfant prend régulièrement de la vitamine D? Car le bilan biologique qu'on vient de voir est typique de ce que l'on voit notamment dans un rachitisme carentiel. Or, les parents qui paraissent être fiables nous disent « Eh bien oui, cet enfant prend régulièrement de la vitamine D ». Donc, vous voyez, on est en présence de signes de rachitisme malgré une prise régulière de vitamine D et alors que l'enfant a une fonction normale. Alors, comment est-ce qu'on raisonne? Eh bien, on se dit qu'il se passe quelque chose manifestement au niveau du métabolisme de la vitamine D. Pour que tout soit normal chez un enfant qui prend normalement de la vitamine D, ben, il faut que cette vitamine D soit absorbée au niveau intestinal. Il ne faut pas qu'il y ait une accélération de sa dégradation au niveau hépatique. Et puis ensuite, il faut qu'elle soit synthétisée normalement au niveau du rein. Donc, est-ce que l'enfant prend des médicaments qui augmenteraient la dégradation de la vitamine D? Alors, certains médicaments peuvent le faire et un médicament qui classiquement augmentait le catabolisme de la vitamine D, c'est le Gardénal. Or, la réponse est non, cet enfant ne prend aucun médicament. Deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des signes de malabsorption? Eh ben, cet enfant ne paraît pas dénutri, ne semble avoir aucun signe clinique de malabsorption. Et d'autre part, son taux de vitamine K est normal, il n'a pas d'hypoalbuminémie. Et un signe clinique que connaissaient bien les vieux pédiatres, c'est que cet enfant qui prend régulièrement des carottes a un teint carotinémique, c'est-à-dire un teint un peu carotte. Or, quand on a un teint carotinémique, ça prouve qu'on absorbe normalement le carotène et donc qu'on n'a pas de malabsorption. Alors, d'autre part, cet enfant a un taux de 25 OHD3 normal. Donc, ce qui prouve qu'il prend normalement la vitamine D et que cette vitamine D n'est pas dégradée d'une manière excessive et qu'elle est absorbée normalement. Donc,
l'autre question, c'est est-ce qu'il existe un déficit en 1-hydroxylase? Or, on peut le voir, on l'a vu déjà en cas d'insuffisance rénale, mais on peut le voir également en cas de tubulopathie proximale, car s'il y a une tubulopathie proximale, eh ben, la localisation de la synthèse de la 1-hydroxylase peut être perturbée. Donc, on a vu qu'il n'existe pas d'insuffisance rénale et existe-t-il une tubulopathie proximale? Alors, on ne va pas faire un topo sur les tubulopathies proximales. Je vous rappelle que les principales, c'est la cystinose, le syndrome de Dent, toutes les cytopathies mitochondriales. Or, l'interne brillant qui avait vu cet enfant aux urgences dit à son chef de service le lendemain matin, ben, je ne pense pas, d'après ce que j'ai vu aux urgences, que cet enfant a une tubulopathie proximale. Alors, question, comment est-ce que cet interne brillant a pu affirmer dès les urgences que cet enfant avait peu de chances d'avoir une tubulopathie proximale? Eh bien, c'est qu'il avait fait un dextro, et ce dextro montrait que la glycémie était normale et qu'il n'existait pas de glucosurie. Alors, je vous rappelle que la glucosurie normoglycémique est un signe de tubulopathie proximale. Or là, il n'avait pas de glucosurie. Donc, exemple, c'est l'exemple qu'on peut voir en cas de glucosurie, c'est un enfant qui a un syndrome de Dent, par exemple. Donc, chez cet enfant, il n'existe donc aucun signe de tubulopathie proximale. Donc, quelles sont d'autres hypothèses? Car on a vu, car il peut exister en déficit en 1-hydroxylase, malgré l'absence d'insuffisance rénale et malgré l'absence de tubulopathie proximale. Eh bien, il est sûr qu'un déficit en 1-hydroxylase, par mutation du gène qui code pour la 1-hydroxylase, peut entraîner un déficit ensuite en 1,25-OHD3. Or, le gène qui code pour la 1-hydroxylase est localisé sur le chromosome 12, et ce gène, bon, il a été bien identifié, c'est le CYP27B1. Or, on dose chez cet enfant la 1,25-OHD3. Or, cet enfant a un taux de 1,25-OHD3 normal. Donc, chez cet enfant, il n'existe donc aucun signe de tubulopathie proximale. Pardon. Donc, comment expliquer un rachitisme alors que la vitamine D active, c'est-à-dire la 1,25-OHD3, est à un taux normal? Eh bien, il faut savoir que la 1,25-OHD3 doit être considérée comme une véritable hormone, et comme toute hormone, elle a besoin d'un récepteur. Donc, vous voyez ce qui se passe. Non, pardon. Donc, vous voyez ce qui se passe lorsque, excusez-moi, on va revenir. Donc, vous voyez ce qui se passe, la 1,25-OHD3 se fixe sur le récepteur et c'est l'association 1,25-OHD3 sur un récepteur normal qui permet l'action normale de la 1,25-OHD3. Or, un récepteur anormal ne permet pas une action normale de la 1,25-OHD3. Donc, le diagnostic chez cet enfant a été confirmé par l'étude génétique qui a montré la mutation du gène qui codait pour ce récepteur. Bon, alors, il s'agit d'une forme très rare mais très grave de rachitisme histaminorésistant et dans toute ma carrière, je n'en ai vu que 2 et donc je vous ai montré cette observation plus pour dérouler le raisonnement en présence d'un rachitisme.
Donc, cette mutation empêche l'absorption intestinale du calcium, malgré de fortes doses de calcium pérose et de vitamine D active. Et donc, le seul moyen de traiter cette forme grave de rachitisme vitaminорésistant, c'est d'apporter du calcium par voie intraveineuse très régulièrement. Et vous voyez donc que c'est une prise en charge qui est extrêmement lourde. Donc, le cas numéro 3 est un enfant de 12 mois qui est hospitalisé en urgence pour une crise convulsive. Et très rapidement, on a l'explication de cette crise convulsive. C'est une crise convulsive hypocalcémique, car la calcémie est à 1,85 millimoles par litre. Cette hypocalcémie s'accompagne d'une hyperphosphorémie, mais il ne s'agit pas d'une insuffisance rénale, car la créatinine sanguine est normale. Et d'autre part, contrairement au cas qu'on a vu précédemment, les taux de phosphatase alcaline sont bas. Donc, s'agit-il d'un rachitisme carentiel ou vitaminорésistant? Donc, la réponse est non, car chez cet enfant qui a une fonction rénale normale, comme on l'a vu, l'hypocalcémie aurait dû entraîner une hyper-PTH et cette hyper-PTH aurait dû entraîner une hypophosphorémie. Donc, vous voyez, il y a une hypocalcémie qui stimule le calcium sensor et qui favorise l'hyper-PTH. Donc, dans la mesure où un rachitisme est éliminé, quelle est votre hypothèse diagnostique en présence d'une hypocalcémie, d'une hyperphosphorémie et de phosphatase alcaline basse? Eh bien, naturellement, l'hypothèse de loin la plus vraisemblable est une hypo-PTH. Et quelles sont les différentes causes d'hypo-PTH? Eh bien, le premier mécanisme, c'est que naturellement, il n'y a pas de parathyroïde. C'est ce qu'on voit par exemple dans le syndrome de Di-George. Deuxième mécanisme, on est en présence d'un HDR syndrome, et je vous expliquerai ce que c'est que ce syndrome. Et le troisième mécanisme possible, c'est qu'il y a une mutation du VDR ou calcium sensor. Et donc, on voit très bien que s'il y a une mutation du calcium sensor, eh ben, malgré l'hypocalcémie, eh ben, le calcium sensor n'est pas stimulé et donc il n'y a pas de stimulation de PTH. Alors là, il y a un problème parce que… Alors, quel est le HDR syndrome? Donc, comme dans le syndrome de Di-George, il existe un trouble du développement des parathyroïdes. Et que veut dire HDR syndrome? C'est hypoparathyroïdie, surdité, deafness et renal malformation, anomalie rénale. Et quand vous avez une association hypoparathyroïdie, insuffisance, anomalie rénale et surdité, eh ben, il est sûr qu'en présence d'une malformation rénale ou d'une insuffisance rénale avec une surdité, on peut éventuellement évoquer d'autres diagnostics, mais là, l'insuffisance rénale n'entraîne pas d'hyperparathyroïdie. Donc, l'HDR syndrome est dû à une mutation du gène GATA3 qui correspond à une délétion du chromosome 10 petit p. Et on comprend pourquoi il y a un HDR syndrome, c'est que ce gène est essentiel dans le développement embryonnaire des parathyroïdes, de l'oreille interne et du rein.
Et chez cet enfant, il s'agissait d'une hypo-PTH due à une mutation du gène du calcium sensor. Alors, il est sûr qu'il faut savoir que les mutations du gène du calcium sensor peuvent avoir plusieurs aspects cliniques et biologiques. Premièrement, ça peut être une hypo-PTH par le mécanisme que je vous ai indiqué, mais deuxièmement, ça peut être une cause d'hyper-PTH avec hypercalcémie sévère dès la période néonatale. En effet, on peut imaginer que le calcium sensor n'est pas freiné par l'hypercalcémie, et donc, malgré l'hypercalcémie, il y a une hyper-PTH qui est sécrétée en permanence. Et donc, la mutation du calcium sensor est également une cause de certaines hyperparathyroïdies sévères néonatales. Alors, l'autre point, c'est qu'on connaît maintenant l'existence d'hypercalcémie modérée. Ce sont des enfants qui ont une PTH normale, mais qui est anormalement normale pour une calcémie normale haute. Normalement, en cas de calcémie normale haute, on doit avoir une PTH basse. Donc, voici quelles sont les 3 manifestations possibles de mutation du calcium sensor. Donc, le cas numéro 4 est un enfant de 2 ans qui a des douleurs osseuses, des signes de rachitisme avec jambes arquées et une ostéopénie. Donc, il a une fonction rénale normale, la vitamine D, les récepteurs de la vitamine D sont normaux, il a un taux de PTH normal, une calcémie sensiblement normale, mais, et ça c'est un signe biologique important, il a une hypophosphorémie avec une hyperphosphaturie. Et donc le diagnostic que l'on a porté chez lui est celui de rachitisme hypophosphorémique. Alors ce terme n'est peut-être pas très bon parce que tous les rachitismes carentiels sont hypophosphorémiques, mais ce qu'on appelle le rachitisme hypophosphorémique est un cadre nosologique qui maintenant est bien connu et que les pédiatres doivent connaître. Alors le mécanisme de ce rachitisme hypophosphorémique a longtemps été inconnu. On évoquait l'hypothèse de fuite de phosphore, fuite urinaire de phosphore non expliquée par une hyper-PTH, mais on ne retrouvait pas d'autres signes de tubulopathie. Mais la fuite tubulaire du phosphore était absolument certaine. Et deuxièmement, on s'était rendu compte qu'il y avait une synthèse insuffisance de 1,25-OHD3 par déficit en 1-hydroxylase, mais ce déficit était également mal expliqué. Et puis le traitement de ces rachitismes hypophosphorémiques, c'était des supplémentations en phosphore et des supplémentations en 1-alpha, mais il faut savoir que chaque fois qu'on donne de la vitamine D, notamment du 1-alpha en dose supraphysiologique, il y a un danger de ce traitement, il y a un risque de néphrocalcinose, car les doses de 1-alpha peuvent entraîner une hypercalciurie. Et maintenant, on sait quel est le mécanisme exact du rachitisme hypophosphorémique. C'est une hypersécrétion inappropriée de FGF23. Et cette sécrétion excessive de FGF23 entraîne 2 choses, une hypophosphorémie par fuite importante de phosphore urinaire et d'autre part par inhibition de la 1-hydroxylase. Alors la FGF23 est effectivement une molécule qui est hypophosphorémiante, qui est sécrétée par les ostéoblastes
les odontoblastes et les ostéocytes. Et cette FGF23 stimule un récepteur spécifique qu'on appelle le FGF23 receptor, qui est situé à la surface basale des cellules tubulaires rénales. Et donc ce FGF23 inhibe donc la 1-hydroxylase et diminue l'expression du gène CYP27B1 qui, comme on l'avait déjà vu, induit la 25OH1-alpha-hydroxylase. Donc, le traitement récent du rachitis hypophosphorémique a été une révolution, car on utilise maintenant un anticorps monoclonal anti-FGF23 qu'on appelle le burosumab. Je ne sais pas si en Algérie on peut avoir cet anticorps qui est encore très onéreux, mais qui est très efficace. Voilà, et dernière observation, c'est celle d'un enfant de 3 ans qui est hospitalisé pour une crise de colique néphrétique. Et très rapidement, on se rend compte que cet enfant a 2 choses. D'une part, il a une lithiase coralliforme droite, mais il a également une néphrocalcinose. Donc, le bilan biologique est pratiqué et vous savez qu'on demande certainement un des examens les plus intéressants en cas de lithiase, c'est la recherche d'une cristallurie. Et cette cristallurie étudie les cristaux qui existent dans les urines et qui permettent très rapidement de connaître la composition de ce calcul. Et la cristallurie montre qu'il y a beaucoup de cristaux d'oxalate de calcium. Par ailleurs, on se rend compte que l'enfant a une hypercalciurie, qui explique donc probablement la symptomatologie, c'est-à-dire néphrocalcinose et lithiase. Il a par ailleurs une calcémie élevée, une hyperphosphorémie et une PTH abaissée. Donc, malgré l'hypo-PTH et l'hyperphosphorémie, ce ne peut pas être une hypoparathyroïdie, puisque je vous rappelle que l'hypoparathyroïdie entraîne une hypocalcémie. Or, cet enfant a une hypercalcémie. Donc, je vous rappelle également qu'on dispose d'un moyen extrêmement simple de faire le diagnostic d'hypercalciurie. Bon, il ne faut pas doser le calcium sur les urines de 24 heures parce que c'est un examen qui n'est pas fiable. C'est quasiment impossible de recueillir d'une manière fiable les urines de 24 heures d'un enfant. Et on fait un rapport sur une miction, un rapport calcium urinaire sur créatinine urinaire. Bon, alors ça dépend des unités qu'on utilise. Bon, en France, on raisonne plutôt en millimoles, et lorsque le rapport calcium urinaire sur millimole sur créatinine urinaire sur millimole est supérieur à 0,50, c'est la définition d'une hypercalciurie. Si vous raisonnez en milligrammes, le rapport calcium urinaire en milligrammes sur créatinine urinaire en milligrammes est supérieur à 0,20 en cas d'hypercalciurie. Alors, comment raisonner en présence d'une hypercalciurie? Bon, il faut dessiner un os, un rein et un tube digestif. Et avec ce schéma, vous avez 100% des causes d'hypercalciurie. Alors, première cause, c'est qu'il existe une hypercalciurie parce qu'il y a une élimination excessive de calcium par l'os. Bon, on voit ça en cas d'immobilisation. On voit ça très fréquemment en cas d'acidose
Et vous savez que l'acidose tubulaire distale, les os sont très clairs et il existe le plus souvent une néphrocalcinose par hypercalciurie. On voit ça également en cas d'hyper-PTH. Bon, en cas de métastase, mais c'est beaucoup plus fréquent chez l'adulte que chez l'enfant. Et en cas d'hypophosphatasie, qui est une maladie rare, mais que l'on évoque en cas de phosphatase alcaline effondrée. Je n'ai pas le temps de m'approfondir sur ce cas. Donc, la libération excessive de calcium par l'os entraîne une ostéopénie. Or, cet enfant a un os qui est normalement minéralisé sur une radio tibia que l'on avait prescrite préalablement. Donc, deuxième possibilité, il existe une hypercalciurie parce qu'il existe une fuite inappropriée de calcium due uniquement au rein. On voit ça dans un certain nombre de pathologies que les néphrologues pédiatres connaissent, le syndrome de Bartter, le syndrome de Dent, et je n'insisterai pas. Il faut savoir également que pour que le calcium ne précipite pas dans l'arbre urinaire, il faut qu'il n'existe pas d'hypocitraturie, car en cas d'hypocitraturie, il y a une précipitation de calcium dans l'arbre urinaire sans qu'il y ait d'hypercalciurie trop importante. Et d'autre part, il faut également savoir que plus on mange de sodium, plus on élimine de calcium. Donc une natriurèse importante favorise une hypercalciurie. Et ça explique la raison pour laquelle, en cas de lithiase, on conseille un régime qui ne soit pas trop riche en sodium, mais qui ne soit pas non plus trop riche en viande, car je vous rappelle que le catabolisme d'1 gramme de protéines aboutit à la formation de 0,8 ions H+, et plus il y a de ions H+, plus il y a d'acidose, et donc plus il y a de tendance à l'hypercalciurie. Donc, deuxième possibilité, il y a une hypercalciurie parce qu'il existe une absorption intestinale de calcium excessive. Or, je vous rappelle que l'hormone quasiment qui permet l'absorption intestinale de calcium, c'est la 1,25-OHD3, et il faut que pour qu'elle soit active, qu'elle agisse sur le récepteur qui permettra ensuite son action. Et je vous rappelle également que le CYP24A1 stimule la 24-hydroxylase qui va accélérer la dégradation de la vitamine D. Alors, l'autre point, il faut savoir également qu'il existe une localisation extrarénale de la 1-hydroxylase, car les macrophages sécrètent également une 1-hydroxylase. Et donc, on sait qu'il existe une hypercalcémie avec hypercalciurie en cas de sarcoïdose, tuberculose, certaines réactions à corps étranger et une pathologie que connaissent bien les néonatologistes en cas de souffrance importante du nouveau-né. Il peut y avoir une cytostéatonécrose et cette cytostéatonécrose entraîne autour des lésions de cytostéatonécrose un afflux de macrophages qui vont synthétiser une quantité inappropriée de 1-hydroxylase. Donc, l'intoxication à la vitamine D entraîne donc une absorption augmentée de calcium par le tube digestif, avec donc une hypercalcémie, une hypercalciurie, une tendance à l'hypo-PTH qui favorise donc une tendance à l'hyperphosphorémie. Donc,
à l'interrogatoire des parents, on se rend compte que cet enfant n'a pas pris des doses excessives de calcium, 1200 unités de la naissance à l'âge de 18 mois, puis tous les 3 mois pendant l'hiver. Donc, il existe une symptomatologie d'intoxication à la vitamine D, alors que les doses de vitamine D n'étaient pas excessives. Et donc, c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité à la vitamine D. Or, on sait maintenant à quoi est due cette hypersensibilité à la vitamine D. C'est une mutation du gène CYP24A1, et à cause de cette mutation, la vitamine D que l'on donne à dose physiologique n'est pas dégradée d'une manière suffisante, et donc la symptomatologie est celle d'une intoxication à la vitamine D, alors que les posologies de vitamine D sont normales, et cela a une conséquence: il faut arrêter systématiquement toute supplémentation en vitamine D. Donc, je vous rappelle le métabolisme de la vitamine D, et donc c'est le CYP24A1 qui active la 24-hydroxylase et qui permet la dégradation de la vitamine D. Donc, il ne s'agit pas de la seule cause d'hypercalciurie, et maintenant, chaque fois qu'on a une hypercalciurie qu'on comprend mal, on adresse un prélèvement au laboratoire de génétique du docteur Rosa Vargas à l'hôpital européen Georges Pompidou, et en fait, il y a maintenant plus d'une quinzaine de gènes qui sont étudiés et qui peuvent expliquer une hypercalciurie. Et il y a notamment une exploration génétique qui a mis en évidence la mutation d'un gène qui est intéressant, qui est le SLC34A1, et cette mutation est une cause, entre autres, d'hypercalcémie avec hypercalciurie. Alors, cette mutation SLC34A1, ce gène est situé sur le chromosome 5q35. Il entraîne des hypercalcémies souvent sévères, avec des néphrocalcinoses que dans un premier temps on ne comprenait pas, et naturellement l'enfant a des signes d'hypercalcémie, vomissement et déshydratation. Et l'hyperphosphaturie par trouble de la réabsorption tubulaire du phosphore entraîne en outre une hypophosphorémie, mais surtout une suppression de la sécrétion du FGF23 qui entraîne de ce fait une production inappropriée de 1,25-OHD3. Vous voyez, la molécule qui inhibe la 1,25-OHD3 n'est plus inhibée, et donc il y a une synthèse inappropriée de 1,25-OHD3. Bon, c'était juste un exemple des progrès fantastiques dans le métabolisme phosphocalcique dû au progrès de la génétique. Donc, la suppression de supplémentation en vitamine D, dans ce cas-là, n'est pas suffisante pour corriger les troubles, et il est très important de corriger l'hypophosphorémie pour inhiber la sécrétion de FGF23, et donc le traitement en cas de mutation de ce type, c'est une supplémentation importante en phosphore. Donc vous voyez que certaines de ces études génétiques ont des conséquences thérapeutiques importantes. Donc vous voyez, en cas de mutation du CYP24A1, ça entraîne une suppression de la supplémentation en vitamine D, et en cas de mutation SLC34A1, c'est supplémentation en phosphore. Donc vous voyez, en conclusion, il y a eu de grands progrès dans la compréhension du métabolisme phosphocalcique grâce aux
entre autres au progrès de la génétique, avec, vous voyez, les mutations qu'on a vues du récepteur du 1,25-OHD3, les gènes responsables de la dégradation de la vitamine D comme le CYP24A1, du gène du vitamine D récepteur, du calcium centaure, le GATA3, le CYP27B1, le SLC34A1, mais je n'ai absolument pas été exhaustif et c'était pour vous donner une idée des progrès fantastiques de la génétique dans ce chapitre de la médecine. Je vous remercie.